Monsieur Morange. Monsieur Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Merci à ceux qui ont travaillé, Monsieur le Président des Cours des comptes, sur ce rapport. Trois idées. La première sur un phénomène qui, quand on regarde un peu l'histoire des idées économiques, est assez intéressant au regard des entreprises les plus compétitives aujourd'hui et les plus rayonnantes en France dans la mondialisation, c'est que la plupart de nos grandes entreprises actuelles ou de nos grandes moyennes entreprises viennent de l'artisanat. Et qu'en fin de compte, la conversion de l'artisanat vers l'industrie est quelque chose d'extrêmement intéressant. On le voit dans les filières agroalimentaires, on le voit dans les filières du luxe, on le voit dans les filières plus industrielles, dans le décolletage ou dans tous ces secteurs d'activité, où finalement la création d'entreprises n'est jamais arrivée ex nihilo. C'est-à-dire qu'il y a eu peu d'acteurs qui ont dit tiens, tout d'un coup je vais à la sortie d'une université, d'une grande école ou d'une expérience de cadre même créer une entreprise. Il y a toute une grande majorité des entreprises qui sont des conversions de l'artisanat vers l'entrepreneuriat, vers l'entreprise, avec tous les effets de levier qu'on peut tirer du financement, du marketing et des fonctions qui ne sont pas intégrées dans l'artisanat, mais qui ont cet effet de levier pour passer de l'artisanat à l'entreprise ou de l'artisanat à l'industrie. Et donc la question est, est-ce que vous avez observé ou travaillé sur cette conversion, finalement, non pas sur la création d'entreprise ex nihilo, mais sur l'accompagnement de l'artisan qui, à partir du moment où il franchit un certain cap, devient un entrepreneur. Il y a plein d'exemples, il y en a des célèbres dans la salaisonnerie par exemple, où des charcutiers sont devenus des industriels comme Fleury-Michon et d'autres, mais parce qu'à un moment, un acteur extérieur, un banquier souvent, a su les convaincre qu'ils étaient en train de franchir un cap et que d'un gros artisan ou d'un gros commerçant, il pouvait devenir un petit entrepreneur, mais avec un acquis extraordinaire par rapport à d'autres, c'est-à-dire que la courbe d'apprentissage sur le métier était déjà acquis et que finalement les inputs à améliorer sont des éléments liés au financement, liés à la stratégie commerciale, liés à l'exportation dans certains cas, etc. Et donc aujourd'hui, dans un monde où les effets de levier sont de plus en plus forts, en partie grâce aux technologies, est-ce que cette idée, ce regard sur transformer le commerce, l'artisanat en entreprise, en s'inspirant des expériences professionnelle et des courbes d'apprentissage a été quelque chose qui a été regardé dans le cadre de vos études ou de votre rapport. Le deuxième question, remarque, mais rejoint celle qui est posée par les uns et les autres sur la coordination. J'ai le souvenir d'une réunion qu'on a eue ici il y a quelques semaines, quelques mois, sur l'emploi, sur l'évaluation des pôles emploi, où les rapporteurs disaient il y a une réalité de reterritorialisation des politiques d'emploi, parce que les contextes économiques ne sont pas les mêmes. Et je crois qu'on en vient à chaque fois dans ce problème de synergie, de coordination. C'est-à-dire que la coordination en soi n'est pas un sujet. Elle n'est un sujet qu'à partir du moment où on met en synergie des éléments extrêmement correspondants, l'emploi, le développement économique, l'aménagement du territoire et la formation. Et donc c'est celui qui aura la maîtrise de ces différents paramètres qui, de fait, devra être le coordonnateur de ces politiques de développement économique et donc de création d'entreprises également. Et puis une question ou une réflexion, mais peut-être plutôt anecdotique par rapport à la question de Jean-Charles Taugourdeau sur l'articulation subvention, prêt et intervention en fonds propres. Il y a un mécanisme qui est connu dans le financement des entreprises, et dans l'intéressement, c'est celui des options. Et je me demande, mais c'est une réflexion plus qu'une question, quelle mesure finalement une subvention ne pourrait pas être en même temps une option, et qu'une collectivité ou l'État qui a subventionné une entreprise n'est pas de fait une option à exercer en cas de développement, d'ouverture du capital, et que finalement cette aide qui est sans conséquence dans un premier temps puisse être exercée si finalement il y a distribution de dividendes, il y a un développement, il y a une ouverture du capital, et que finalement l'amorçage qui a constitué une subvention puisse être transformable en capitaux propres par un mécanisme d'option comme ça se pratique dans les entreprises, dans les grandes entreprises souvent. Merci.